Bien, bonjour à tous. On va commencer à l'heure parce qu'on a un menu chargé. Merci d'être venus si nombreux. C'est la rentrée. Et donc, c'est comme à chaque rentrée depuis maintenant 1990, chaque année, avec deux éditions présentes en 85 et 87. Là, l'édition, la sortie de l'année stratégique. Donc, on est à sa 37e édition. On est quand même un peu sur la durée. La formule a un peu évolué au fur et à mesure, mais elle a maintenant atteint son rythme de croisière avec une très bonne collaboration avec notre éditeur Duno, avec des chapitres régionaux, des chapitres thématiques et aussi tout un appareil statistique. D'ailleurs, bon, merci à Marc qui... il n'est pas là, Marc, aujourd'hui, ce soir, qui assure la coordination de tout cela. Et donc, il y a des tableaux aussi qui viennent compléter cela, ce qui fait que les stratégiques, c'est à la fois un livre, on lit les chapitres régionaux, on lit les analyses, et puis après, au cours de l'année, on s'y réfère très souvent pour vérifier une statistique, pour vérifier un classement, et pour avoir un peu vraiment une solution pratique. On va donc essayer de faire serré, mais quand même complet. Chacun aura à peu près 5 minutes pour développer les thèses qu'il a développées dans cette partie régionale. Et puis, surtout, on y tient comme à chaque fois, il y aura ensuite le temps du débat, de vos questions, de vos interventions, pour qu'on ait quelque chose du plus interactif. Cette année, on ne peut pas dire que l'été a apaisé les questions internationales. Nous avons toujours deux guerres majeures, l'une entre la Russie et l'Ukraine, l'autre sur Gaza, qui ne doit pas faire oublier, et on le fait dans... Justement, on le fait ne pas oublier, dans les stratégiques des conflits moins visibles médiatiquement, mais dont certains ont un coût humain également très fort, notamment en Afrique, notamment au Soudan et notamment en RDC. Mais on peut aussi parler de la violence, y compris criminelle, en Amérique centrale. On peut parler des affrontements en Asie. Et donc, c'est quand même un monde de conflits et un monde qui n'est pas régulé. Il y a de moins en moins de régulation, il y a de plus en plus d'unilatéralisme, et on peut dire que l'unitarisme des uns nourrit l'unitarisme des autres, puisque finalement, chaque État se dit pourquoi devrais-je respecter les règles du droit international puisque les autres ne le font pas, et généralement ne le font pas dans une relative impunité. Le respect de la norme, le respect du droit international, le respect de la Cour pénale internationale n'est pas quelque chose qui guide l'action des États. D'ailleurs, de nombreux États les plus importants, de façon prudente, se sont tenus à l'écart du statut de la CPI. Et quand on voit les deux conflits majeurs, Russie-Ukraine et Gaza, on a du mal à voir la fin du conflit. Alors, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir sur l'Ukraine ? Dans la mesure où Zelensky, qui auparavant était hostile à une négociation, n'exclut pas cela. Mais même s'il devait y avoir la fin du conflit, il me paraît évident que la fin du conflit ne se fera pas sur le respect du droit international. Et qu'il y a de très fortes chances que le conflit cesse de droit ou de fait. Est-ce qu'il y aura un traité de paix ? L'Ukraine ne va pas reconnaître sa défaite. Il y aura au moins un cessez-le-feu. Mais je ne vois pas comment le droit international sera respecté. Je ne vois pas concrètement, matériellement, comment l'Ukraine pourra récupérer les territoires qu'elle a perdus par la force en 2022, voire en 2014. C'est plus contestable pour la Crimée, c'est incontestable pour le reste, mais même l'annexion de la Crimée n'est pas reconnue par le droit international. Et il y a un rapport de force militaire qui est défavorable à l'Ukraine, malgré l'aide occidentale. Il y a une réalité démographique qui est défavorable à l'Ukraine. Et en fait, bon, alors moi j'ai été un peu bousculé quand j'ai dit qu'il ne fallait pas envoyer de soldats en Ukraine, de soldats occidentaux. On passait pour des défaitistes, mais enfin personne n'y songe sérieusement. Et on a le choix, un choix entre le non-respect du droit international ou l'ouverture d'une troisième guerre mondiale. Donc on peut dire que le choix peut être vite fait. Quant à Gaza, eh bien, on voit que le droit international, qui est bafoué depuis très longtemps dans cette région, l'est encore plus. Et si, par miracle, un cessez-le-feu demandé par l'ONU, demandé par la Cour internationale de justice, demandé par les États-Unis, demandé par les pays européens et observé par personne, si ce cessez-le-feu venait à prendre place, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne serait réglé. On voit mal quel est l'avenir des 2,2 millions. Combien reste-t-il de vivants aujourd'hui, de civils vivant à Gazaoui ou de personnes vivant à Gazaoui? Il y a aussi des miliciens, bien sûr, du Hamas. Mais on voit mal comment
Ces personnes qui, depuis maintenant 11 mois, sont soumises à des bombardements au quotidien, il n'y a plus de système de santé, il n'y a plus de système d'éducation, on ne voit pas de quelle façon ils pourront rester, comment pourra s'organiser la vie sur Gaza par la suite, sans parler bien sûr de l'extension des violences en Cisjordanie, 650 morts depuis le 7 octobre, de violences de colons et de l'armée, et le sort des prisonniers. Et donc il y a une très forte contestation interne de Netanyahou, avec une grève générale lundi, des manifestations, mais pour l'instant, même ceux qui contestent Netanyahou ne semblent pas prêts à accepter la création d'un État palestinien. Donc c'est une impasse. Et puis une élection bien sûr américaine, mais je ne vais pas anticiper sur ce qui sera dit par Marie-Cécile, le 5 novembre, dont les termes ont changé du fait du forfait de Biden, mais en fait ça aurait été un véritable forfait qu'il reste, au moins il n'a pas commis un forfait en déclarant forfait, c'est déjà ça de prix, et qui relance un peu la course puisque c'est de nouveau ouvert, même si le triomphe de Kamala et l'éventuel Kamala Mania qui se développe ne lui garantit pas de gagner le 5 novembre, mais évidemment, par rapport au système international, la victoire de l'un ou de l'autre n'a pas la même signification, et une Chine qui aujourd'hui même reçoit 53 pays africains en majesté, avec une présence de plus en plus forte au nom du respect de la souveraineté. Et la Chine met en avant, par rapport aux pays africains, qu'elle respecte les choix souverains des pays africains, même lorsqu'il s'agit de coups d'État militaires, contrairement aux pays occidentaux qui donnent des leçons. Mais il est vrai que les leçons de démocratie des pays occidentaux ne sont pas toujours universelles et sont parfois à géométrie variable, ce qui vient effectivement un peu réduire la pertinence. L'énergie, la préservation du climat restent également des sujets tout à fait intenses, mais je vais ne pas parler plus longuement pour laisser la parole aux différents contributeurs stratégiques, que je remercie pour leur contribution, pour leur présence ce soir. Et donc, en essayant quand même de garder le cap, je vais commencer par toi, Federico, si tu le veux bien, en te donnant 5 minutes et en espérant que tu respectes dans un biais de 10% ce délai. Ok, merci beaucoup. Merci Pascal. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai rédigé pour l'année stratégique le chapitre sur l'Europe, comme l'année dernière, et le chapitre a été intitulé l'Europe d'entre-deux-guerres, donc évidemment la guerre au Moyen-Orient, à Gaza, et la guerre en Ukraine. Mais j'aurais pu donner un autre titre à ce chapitre et j'aurais pu l'appeler la demi-Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe, et l'Union européenne en particulier, fait les choses à moitié. Elle fait les choses à moitié économiquement, elle fait les choses à moitié géopolitiquement. Alors on va commencer brièvement par parler d'économie, parce que il y a une prise de conscience aujourd'hui en Europe qu'il n'y avait pas les années précédentes sur le fait que l'Europe, et l'Union européenne en particulier, et la zone euro tout particulièrement, sont en décrochage économique par rapport non seulement aux États-Unis, mais par rapport au reste du monde finalement, par rapport à l'Asie surtout. L'Europe a une croissance beaucoup plus faible, elle n'a quasiment pas de croissance et ça fait maintenant plusieurs années que c'est comme ça. Lorsque dans les années 90, l'Europe et les États-Unis avaient plus ou moins le même PIB, ces deux zones géographiques avaient plus ou moins, le Nord-Amérique avait plus ou moins le même niveau de développement. Aujourd'hui, l'Amérique est les États-Unis sont en train de distancer clairement les Européens, et cela a un impact dans la tentative de développer une autonomie stratégique européenne, surtout d'un point de vue militaire. Donc il y a un décrochage économique depuis au fait le début des années 2000, qui coïncide plus ou moins avec les mises en place de l'euro, avec les politiques de l'euro. Ça ne veut pas dire que ce décrochage économique est dû à l'euro, mais tout de même, on ne peut pas dire que l'euro a été un succès. Alors, il ne faut pas forcément, avec cela, apporter des arguments aux eurosceptiques en disant que l'euro, c'est mal, il faut l'abandonner, l'Union européenne, c'est mal, il faut l'abandonner. Non, mais il faut quand même objectivement reconnaître que depuis que les pays européens ont adopté cette monnaie commune, les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. Et il faut se demander pourquoi. Eh bien, la raison n'est pas très compliquée. Tout simplement parce qu'on a fait les choses à la moitié. On n'a pas fait l'euro, on a fait le demi-euro. On a 50 cents, on n'a pas l'euro. C'est-à-dire on bat monnaie commune, mais on n'a pas une politique économique et budgétaire commune. Et cela empêche évidemment d'avoir un développement économique. Et ce sont les choses faites à moitié. Et c'est assez classique de la part de l'Union européenne, en général, de faire les choses à moitié. Alors, si l'Europe est un décrochage, l'Union européenne et l'euro sont en décrochage économique, elles n'ont jamais accroché géopolitiquement.
Certes, bon, au Moyen-Orient, l'Union européenne et les Européens n'ont pas de politique étrangère. Enfin, les États membres peuvent avoir une politique étrangère singulièrement, mais l'Union européenne, en tant qu'acteur géopolitique, n'a pas de politique étrangère, tout simplement au Moyen-Orient, dans le conflit israélo-palestinien en particulier. Pourquoi? Parce qu'on est divisé, on n'a pas d'institution commune en mesure de dégager une synthèse, on n'est pas suffisamment intégré, on n'est pas en mesure de développer une politique commune. En Ukraine, les Européens ont montré une certaine unité. Ils se sont montrés même plus fiables que les États-Unis, qui ont eu pas mal de difficultés à continuer à soutenir l'Ukraine militairement et financièrement à cause des tensions politiques internes. Mais l'Union européenne n'a pas de stratégie par rapport à la guerre en Ukraine. On ne veut pas que la Russie gagne, mais on ne veut pas que la Russie perde non plus, parce qu'on a peur que si la Russie perd, ça pourrait dégénérer. Et donc, on continue à soutenir l'effort de guerre ukrainien sans permettre aux Ukrainiens de gagner, mais sans vouloir que les Russes... Enfin, on ne comprend pas où on va et on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et c'est assez emblématique, surtout dans le plus important pays de l'Union européenne, qui est l'Allemagne, qui soutient, oui, mais a peur de soutenir en même temps. Et donc, on fait les choses à moitié. En même temps, il y a eu les élections européennes, enfin du Parlement européen. L'extrême droite a fait une percée importante, mais n'a pas changé les cartes sur table au niveau de l'Union européenne, enfin des institutions européennes. Pourquoi? Parce que les équilibres, bon, les partis souverainistes sont plus importants au sein du Parlement européen et ça va se sentir tout au long de cette législature, mais tout de même, les partis qui traditionnellement soutiennent tièdement l'intégration européenne et la Commission européenne, à savoir le Parti populaire, les socialistes, les libéraux et également maintenant les Verts, les écolos aussi, maintiennent une majorité, ce qu'on appelle la majorité Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Donc les institutions européennes devraient préserver une certaine stabilité par rapport à cela, mais ces élections européennes ont eu un impact sur les pays de l'Union européenne, à savoir les deux pays qui sont censés être le moteur de l'Union européenne, à savoir la France et l'Allemagne, où les percées de l'extrême droite ont fortement déstabilisé Paris et Berlin, qui sont tétanisés. La France est toujours sans gouvernement et son rôle, et ça va se sentir au niveau international, au niveau de l'Union européenne. L'Allemagne sort d'élections régionales à l'Est qui ont été tout simplement catastrophiques, comme l'avaient été les élections européennes en la réalité pour le gouvernement Scholz, ce qui fait que c'est un gouvernement incapable d'avoir une initiative, si tant bien qu'elle n'a jamais essayé d'avoir des initiatives. Donc il y a cette percée d'extrême droite qui ne se sent pas tellement dans les institutions européennes, mais qui par contre se sent au niveau des pays, ou du moins des principaux pays de l'Union européenne, alors qu'en Italie, l'extrême droite est tranquille, est stable, figure même de bon élève, et donc tout cela pose des questions et sans doute des incertitudes sur les évolutions futures. Alors, je voudrais aussi très brièvement évoquer un débat qui est en train de prendre pied dans les couloirs bruxellois dans le cadre de l'Union européenne par rapport à la situation sécuritaire et par rapport aux relations avec les États-Unis. Comme vous savez, l'Europe se construit sur la base de ce qui se passe à Washington, fondamentalement. C'était comme ça déjà dans les années 50 et c'est là encore aujourd'hui. Et la construction d'une Europe stratégique, d'une défense européenne, se fera sur la base de ce qui se passe à Washington. Si les Américains lâchent les Européens vont sans doute vouloir en faire plus. Si les Américains assurent toujours leur protection au continent, les Européens vont pouvoir se cacher derrière la jupe des États-Unis. Mais on a pris conscience aujourd'hui à Bruxelles que Kamala Harris gagne ou qu'elle perde et que Trump gagne ou qu'il perde, les États-Unis vont progressivement se désengager de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'ils vont abandonner l'Europe, mais ils vont se focaliser sur l'Indo-Pacifique, sur la Chine et vont prétendre que les Européens en fassent plus dans le point de vue de la sécurité et de la défense. Ça, c'est quelque chose qui est acquis. À Bruxelles, il y a une forte crainte d'une victoire de Trump, mais on est conscient qu'avec Kamala Harris, dans le temps long, il y aura probablement un désengagement des États-Unis. Et donc, il y a un nouveau concept qui émerge. Avant, on parlait dans la relation entre l'Union européenne et la relation transatlantique, et notamment la relation entre l'Union européenne et l'OTAN, de la nécessité de construire un pilier européen de l'OTAN de façon à mieux partager le fardeau sécuritaire, en sous-entendant que les Européens devaient faire plus ou moins la moitié du boulot et que l'autre moitié aurait été faite par les Américains. Aujourd'hui, on est conscient que les Américains, probablement, à long terme, ne feront même pas la moitié du boulot et veulent se désengager. Et donc, ce nouveau concept qui émerge et qui est discuté dans les cercles est celui de européaniser l'OTAN. Cette idée de européaniser l'OTAN renvoie à l'idée que
si les Européens prennent en main l'OTAN et deviennent la force motrice de l'OTAN et fournissent les principales capacités de l'OTAN, les États-Unis pourraient rester arrimés à l'OTAN, même jouant un rôle secondaire et en laissant aux Européens, même dans les postes clés de l'OTAN, notamment le chasseur, etc., un rôle plus important. Et donc, il y a toute une réflexion sur comment on pourrait renforcer le pilier européen de l'OTAN, non pas pour un partage de fardeau, mais pour assumer la sécurité du continent majoritairement, en espérant que les États-Unis restent plus ou moins arrimés à l'OTAN. Et donc, il y a ce débat sur la notion de européanisation de l'OTAN. Vous l'aurez compris, européaniser l'OTAN, ça veut dire faire les choses en dehors de l'Union européenne, quelque part. Et personnellement, je suis très sceptique par rapport à cette idée. Pourquoi ? Parce que je n'ai aucune confiance dans la capacité des Européens de rester unis politiquement sans l'hégémonie des Américains. Les Américains peuvent... tant que les Américains sont là, les Européens suivent le leadership des Américains et donc peuvent rester unis sous le parapluie américain. Mais si les Américains se désengagent, les Européens tout seuls, à mon sens, ne sont pas capables de rester unis et finiraient par partir dans tous les sens. Ce qui veut dire que la notion, et là je rentre un peu peut-être dans le personnel, mais la notion de l'européanisation de l'OTAN n'est pas une alternative à la construction d'une défense européenne au sein de l'Union européenne pour permettre aux Européens d'être autonomes stratégiquement. La seule façon pour les Européens d'être unis face aux défis internationaux sécuritaires auxquels ils font face, c'est celui d'avancer dans le processus d'intégration européen, y compris d'un point de vue politique, même idéaliste. C'est celui de reprendre ce projet parce que l'idée de rester unis au sein de l'OTAN dans un format purement intergouvernemental, sans l'hégémonie des Américains, à mon sens, est une illusion. Voilà. Merci Federico. Je passe tout de suite la parole à Marie-Cécile. Tu parles d'un défi de cohérence dans ton chapitre sur les États-Unis. On peut dire qu'ils sont... Finalement, Trump, dans ses incohérences, est assez cohérent, en tous les cas fidèle. Kamala, on connaît moins, mais elle s'inscrit dans la continuité de Biden. Comment vois-tu les choses dans les mois qui viennent ? Merci Pascal, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le défi de la cohérence... Ah bon ? La peine de m'engueuler. Pas de panique, on va s'arranger. Est-ce que là, c'est mieux, madame ? Là, vous m'entendez ? Bien, donc, moi, je vois plus mon papier. Mais si je vais me débrouiller. Donc, le défi de la cohérence, effectivement, qui n'est pas du tout remis en cause par la configuration actuelle de la campagne américaine, au contraire. J'ai choisi ce titre parce que il y a à mon sens des questionnements autour de la cohérence dans la manière dont les États-Unis gèrent les guerres dans lesquelles ils sont impliqués, la manière dont ils définissent leurs priorités géopolitiques, dans la manière aussi dont les États-Unis se définissent sur la scène internationale. Alors, de manière assez extraordinaire, parce que ça n'arrive quasiment sur aucun sujet, en avril 2024, après des mois de très fortes batailles politiques, le Congrès américain a, de manière bipartisane, c'est-à-dire en accord entre les démocrates et les républicains, voté une nouvelle aide à l'Ukraine qui s'élevait à 61 milliards de dollars et dans le même moment, mais voté de manière séparément quand même, d'autres mesures également bipartisanes concernent des sanctions contre TikTok, des aides pour Israël et Gaza de 26 milliards de dollars et ainsi que pour Taïwan de l'ordre de 8 milliards. Donc, je dis c'est exceptionnel parce qu'il y a très peu de sujets sur lesquels la gauche et la droite peuvent s'entendre, mais sur ces sujets-là, pour l'instant, ça fonctionne. Et cependant, la possibilité très réelle d'un retour au pouvoir de Donald Trump, je ne sais pas qui va gagner l'élection, ne me posez pas la question tout à l'heure, je n'en sais rien, on n'en sait rien, c'est vraiment très incertain. Effectivement, il y a un grand moment Kamala Harris, mais juste avant le grand moment Kamala Harris, il y a un énorme moment Donald Trump, donc c'est vraiment très, très difficile de savoir ce qui va se passer. D'ailleurs, on ne sait pas, l'issue est vraiment incertaine, mais en tout cas, la possibilité d'un retour au pouvoir de Trump est tout à fait
tout à fait forte et laisse penser, laisse apercevoir la perspective d'un transfert du fardeau du financement de la guerre en Ukraine aux seuls Européens, ça a été dit précédemment. Et au-delà, la peur de la perte du leadership des États-Unis dans le monde rapproche les partis démocrates et républicains. Ça ne veut pas dire qu'ils y répondent de la même manière ou qu'ils y répondront de la même manière. Et c'est intéressant parce qu'ils s'accrochent tous les deux à une idée d'un leadership qui est à la fois fondé, parce qu'il y a des fortes attentes de la part des États-Unis dans le monde, et qui est daté parce qu'en même temps, il y a une forte contestation sur le rôle qu'il joue sur la scène internationale. Ça a été dit par Pascal en introduction. Il y a notamment l'impression, c'est plus qu'une impression, c'est une impression très forte en tout cas, dans deux poids, deux mesures, dans la manière dont les guerres sont gérées par les États-Unis. Pourquoi une compassion et une aide aux civils ukrainiens, cette compassion et cette aide ne sont-elles pas accordées au même degré où c'est perçu comme tel aux civils palestiniens de Gaza. Il y a une très forte contestation dans le monde vis-à-vis de ça. Par ailleurs, pour l'actuel président Biden et le ou la future présidente des États-Unis, la bataille, quelle qu'elle soit ou quel qu'il soit, la bataille de l'influence continue de se jouer principalement dans la rivalité avec la Chine. Les deux guerres dans lesquelles les États-Unis sont engagés, évidemment de manière différente, mais quand même, n'étaient absolument pas prévues. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'en sortir. Donc la Chine, ça reste la priorité géopolitique des États-Unis. Ils sont vis-à-vis de la Chine toujours sur la corde raide. D'un côté, il y a quand même de la coopération. Cette coopération est nécessaire sur la gestion des grandes crises mondiales et l'anticipation de futures crises mondiales, par exemple via un accord sur la réduction des émissions de méthane dans le cadre des objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Et de l'autre, les rapports commerciaux continuent de se tendre. Et le prochain exécutif américain, quel qu'il soit, augmentera sans nul doute les droits de douane sur les produits importés de Chine, restreindra l'accès des entreprises chinoises aux semi-conducteurs exportés par les États-Unis ou fabriqués en Asie, afin de freiner les avancées, en particulier en matière d'intelligence artificielle, dont les applications sont à la fois économiques et sécuritaires. Autre défi de cohérence, mais je vous renvoie au chapitre dans le livre, c'est la gestion de l'immigration, notamment de l'immigration clandestine, mais pas que de l'immigration clandestine, aussi de l'immigration légale, l'immigration de travail, puisque là, on va retrouver des clivages très forts entre les républicains et les démocrates, chacun voulant limiter l'immigration clandestine, mais si les démocrates essaient de faire voter une loi qui est quand même assez dur contre les illegals, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, les républicains vont bloquer parce que, non pas que ça n'aille pas dans le sens de leurs idées, mais parce que ça serait donner du crédit à la politique de restriction de l'immigration illégale de Biden et Harris. Donc, pour des raisons politiciennes, on va bloquer cette loi au Congrès. Pour faire un peu de... Oui, pour conclure, exactement. Tout à fait. Je disais en introduction, une élection présidentielle à l'issue incertaine. Pendant son premier mandat, Donald Trump avait mis en place une doctrine qu'on pourrait qualifier de transactionnelle des relations internationales, qui était marquée non pas, comme on l'entend parfois, par l'isolationnisme, mais par des deals, c'est-à-dire par la préservation des intérêts par ses propres intérêts de court terme, et parfois aussi, il faut le dire, par la préservation des intérêts de la famille Trump, y compris les intérêts économiques. La question se pose de l'entourage qu'il choisirait et du rôle que jouerait sa diplomatie s'il revenait au pouvoir. Quand il était en fonction, la diplomatie, l'administration des affaires étrangères ne l'avait pas suivi aveuglément. Il y avait eu un certain nombre de dynamique de résistance. Ça ne serait sans doute pas le cas s'il revenait au pouvoir. Il est beaucoup mieux préparé et on retrouve un certain nombre de velléités purges de l'administration, par exemple, dans le programme, le projet 2025, par exemple, qui est très débattu en ce moment. Si c'est Harris qui gagne, on a
Bon, je rejoins ce qu'a dit mon collègue à l'instant, c'est-à-dire que sur les relations avec l'Europe, hein, sur la stratégie vis-à-vis de l'Asie et sans doute aussi dans les grandes guerres au sein desquelles les États-Unis sont impliqués, on ne verrait pas nécessairement de grands changements par rapport à la politique actuelle, mais on ne sait pas. Il y a quand même une incertitude sur ce que sera la doctrine géopolitique de Kamala Harris, sachant que ce sujet n'occupe pas une place prépondérante dans la campagne présidentielle. Elle n'abat pas toutes ses cartes sur la table. Voilà. Merci Marie-Cécile. Je passe de la parole à ton voisin, Christophe Ventura. Il y a un cycle d'élections en Amérique latine qui rebat un peu les cartes, dans plusieurs sens d'ailleurs. Et puis est apparue depuis déjà quelques temps une compétition sino-américaine. L'Amérique latine n'est plus la chasse gardée des États-Unis. Il y a cette compétition, cette rivalité qui s'étend également sur ce continent. À toi la parole. Merci Pascal, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver évidemment pour cette rentrée annuelle à l'IRIS. Donc l'Amérique latine, cette année, dans le cadre de l'année stratégique, je l'ai traité un peu sous l'angle de la manière dont la région vit ou se confronte à la crise internationale dans toutes ses dimensions, liées au conflit, etc., mais aussi liées à la crise économique et aussi aux dynamiques qu'a évoquées Pascal, les dynamiques locales, si je puis dire, politiques, avec effectivement une Amérique latine qui vit un peu des tensions, qui vit énormément, disons, de convulsions, même on peut dire, sur le plan social et politique, dans un contexte où c'est une des régions du monde où il y a le plus eu ces dernières années de consultations populaires, d'élections tout simplement, puisque depuis 2021, à peu près la sortie du Covid, la région a connu pas moins de 17 élections. Je rappelle qu'il y a 33 pays officiellement en Amérique latine. C'est une région qui a connu 17 élections avec des alternances politiques et des scénarios d'oscillation assez brutaux qui nous ont en permanence fait modifier la carte politique latino-américaine, qui est aujourd'hui assez complexe à analyser, ce que je ne ferai pas là ce soir, mais dans le temps qui m'est imparti, mais bien sûr dans la contribution, vous trouverez quelques éléments, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que l'Amérique latine est soit à gauche, soit à droite, comme on a coutume de le faire ces dernières années, en disant il y a un cycle à gauche, il y a un cycle à droite, etc., etc. Bon, là, pas du tout. On voit que, disons, sous l'effet de ces élections permanentes, et il y en aura encore d'ailleurs cette année, en 2025, il y en aura plusieurs très importantes. Je pense à l'Équateur, je pense à la Bolivie, au Honduras, au Chili, qui va de nouveau, déjà, si je puis dire, devoir rentrer en campagne présidentielle pour la fin de l'année 2025 et d'autres pays également. Eh bien, si vous voulez, on a une carte qui s'est beaucoup complexifiée en Amérique latine, où précisément, il n'y a aucune hégémonie politique qui dure bien longtemps, que nous parlions de celle des forces de gauche ou des forces de droite en Amérique latine. Et tout ça a des impacts, bien sûr, sur les dynamiques géopolitiques régionales et internationales très importantes. Quels sont ces impacts? C'est que lorsque vous avez une région comme l'Amérique latine qui très rapidement peut passer d'un scénario où nous ne parlions d'elle qu'à travers le prisme de Jair Bolsonaro, par exemple au Brésil, et du Venezuela de Nicolas Maduro, bien aujourd'hui nous devons toujours parler de Nicolas Maduro, mais également de Lula qui est revenu au Brésil, mais aussi d'un nouveau personnage qui a surgi en Argentine comme Javier Milei, qui finalement remet en cause ce qu'on pensait voir en Amérique latine, tout au moins du Sud, c'est la relance d'une dynamique régionale, de la possibilité d'une voie commune sud-américaine ou latino-américaine dans les affaires internationales à partir d'un axe entre l'Argentine et le Brésil, les deux puissances motrices en quelque sorte de cette région. On pensait voir ça se mettre en place à partir de 2022-2023 et boum badaboum, de nouveau on se retrouve dans autre chose où précisément cet axe ne fonctionne pas puisque vous avez au Brésil et en Argentine deux présidents de nouveau aux antipodes sur le plan politique, idéologique et des choix aussi géopolitiques, puisque vous en avez un, Javier Milei, qui se considère être quasiment, j'ai envie de dire un peu de manière messianique, un apôtre, si je puis dire, de l'occidentalisme. Il considère qu'aujourd'hui, l'Argentine et son engagement au niveau international, c'est vraiment de se rallier aux États-Unis et à la défense d'un Occident qui serait en danger et menacé de toutes parts, ce qui va le conduire à soutenir et être un des premiers soutiens d'ailleurs de M. Netanyahou en Israël, dans le conflit et la guerre à Gaza, qui va le mener à prendre fait et cause dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine,
pour l'Ukraine, en proposant que l'Argentine, par exemple, organise une conférence internationale de soutien à l'Ukraine. Et de l'autre côté, Lula, qui est à peu près aux antipodes, qu'on connaît un peu mieux en général, qui a retiré son ambassadeur de Tel Aviv, qui n'a de cesse de se positionner en Amérique latine et dans le Sud comme un petit peu le contre-modèle de Netanyahou comme dirigeant mondial, qui plaide, lui, pour une solution négociée et un dialogue politique entre Moscou et Kiev pour en finir avec cette guerre dont il considère que la première conséquence est qu'elle maltraite et qu'elle met à mal les pays en développement et leurs économies souffrantes post-Covid et post-crise 2008. Donc on a comme ça en Amérique latine réellement aujourd'hui des scénarios politiques et des profils de gouvernement et de choix politiques et géopolitiques qui confirment quoi, c'est là où je voulais en venir, un morcellement en fait de la région. La région rarement a été aussi en ordre dispersé en fait dans l'arène mondiale, même si sur certains sujets, je vous parlais de l'Ukraine, je vous parlais de Gaza, on peut identifier là des choses qui font qu'elle est à peu près sur la même ligne, puisque en Amérique latine, si je prends le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la majorité des pays, pas l'Argentine, pas le Guatemala et pas le Panama, mais à peu près les autres, ni l'Équateur, enfin un peu la droite finalement, latino-américaine, est plutôt pour l'Ukraine et derrière les États-Unis, en tout cas dans le dossier qui nous intéresse. Et de l'autre côté, vous avez 19 pays latino-américains qui reconnaissent l'État de Palestine, qui, pour plusieurs d'entre eux, ont rompu leurs relations avec Tel Aviv. Je pense au Chili, par exemple, je pense à la Bolivie, et on rejoint en cela Cuba ou le Venezuela. Je vous ai parlé de Lula qui a retiré son ambassadeur. Donc là, on voit des dynamiques où sur ces conflits-là, l'Amérique latine est un peu moins morcelée, mais sur tout un tas d'autres dossiers internationaux, que ce soit justement le soutien, tu me demandais, Pascal, sur la relation sino-américaine, que ce soit sur cette question-là, comment se positionnent les pays latino-américains dans le bras de fer, la confrontation systémique, comme on dit à Washington, entre Pékin et Washington précisément. L'Amérique latine est éclatée en la matière aujourd'hui. Il y a des pays qui se positionnent plutôt vers Washington, mais toujours aussi, et c'est ça le problème aussi, avec une grande dose d'incertitude et de prudence quand il s'allie quand même avec Washington, du fait des instabilités politiques nord-américaines. Et ce que regardent tous ces pays-là, ceux qui sont derrière Washington, mais aussi ceux qui sont contre Washington, c'est bien sûr ce qui va se passer le 5 novembre, en fonction de qui va diriger les États-Unis ensuite. Et tout le monde s'interroge, comme Mayer, sur le sens d'un retour possible, même si là, on est en pleine Kamala mania. Attendons, le 5 novembre, c'est loin, il va se passer beaucoup de choses. Et tout le monde s'interroge sur ce que voudrait dire un retour de Trump à la Maison-Blanche, y compris pour ceux qui voudraient s'allier aux États-Unis, puisque lorsque Trump a eu son premier mandat, même ceux qui étaient pro-Trump ont été assez maltraités par ce dernier. Et quant à ceux qui sont contre lui ou en très mauvaise relation avec les États-Unis, comme le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, là aussi, bien sûr, ils connaissent la main de fer de Trump à travers les sanctions qu'il a imposées, etc., etc. Donc, c'est ça la situation latino-américaine. Et pour conclure, dire que ce qui est important en Amérique latine par rapport à l'élection américaine, c'est la question migratoire, ou à l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour les États-Unis par rapport aujourd'hui à l'Amérique latine, c'est d'abord la question migratoire qui est un sujet de politique intérieure. Et là aussi, ça nous renverrait à la crise au Venezuela, par exemple, dont on parle dans la contribution. Je vous invite donc à lire. Merci Christophe. Sans plus attendre, je passe la parole à Didier, qui a 5 minutes pour parler d'une région. Effectivement, on pourrait parler plus longtemps, mais tu n'auras néanmoins que 5 minutes. Et va-t-on vers un embrasement de la région ? Merci Pascal. Bon, évidemment, la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, elle est totalement surplombée par la guerre de Gaza. C'est d'ailleurs le titre du chapitre de l'année stratégique consacré à cette région. Évidemment, le 7 octobre constitue une date charnière. C'est une date charnière au vu de l'actualité de ces derniers mois, mais très certainement les livres d'histoire la retiendront aussi comme une date charnière pour l'avenir du dossier israélo-palestinien. Et pour autant, je suis toujours surpris que dans les débats télévisés, on commence toujours par le 7 octobre, qui n'est pas venu comme par un coup de tonnerre dans un ciel serein. Que se passait-il le 6 ? Que se passait-il le 5, le 4, le 3 octobre, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au-delà de la tragédie humaine, puisqu'il est officiellement aujourd'hui un chiffre de 40 000 morts, mais qui est évidemment
totalement sous-évalué. C'est probablement 100 000, 150 000 morts que nous verrons et que nous constaterons à Gaza quand les bombardements se termineront. Au-delà de cette tragédie humaine, c'est la question palestinienne qui revient au centre de l'actualité, mais dont je pense que les éditions précédentes de l'année stratégique ont toujours considéré qu'il y avait une centralité de la question palestinienne, mais qui était niée par un certain nombre de responsables politiques ou dans un certain nombre de médias mainstream. Donc là, il n'y a plus débat, il y a une centralité de la question palestinienne qui a bien sûr des conséquences, non seulement dans la région, mais au niveau international. Autre élément, je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer, ce 7 octobre, constitue et a induit un véritable traumatisme pour la société israélienne, parce qu'il y a une raison très simple sur laquelle on n'insiste pas assez, c'est que le cœur même du projet sioniste est battu en brèche. Le projet sioniste, rappelez-vous, c'est constituer un État dans lequel les Juifs du monde entier pourront être à l'abri et en sécurité. Mais la situation qui a été ouverte, notamment par le 7 octobre, même s'il y a eu évidemment des conflits avant, remet en question même cette donnée fondamentale. Et en ce sens, la société israélienne est totalement traumatisée. Alors évidemment, comme dans toute période de traumatisme, eh bien, ça laisse la voie ouverte aux plus ultras. Et la composition du gouvernement de M. Netanyahou est là pour le rappeler quotidiennement, dans le plus terrible sens du terme, avec le fait que les ultras, les suprémacistes, les sionistes religieux les plus radicaux, en réalité dictent les décisions du gouvernement israélien. Le projet, il est clair. Pour ces gens-là, en tout cas, je ne dis pas que c'est toute la société israélienne, bien sûr, mais c'est faire disparaître les Palestiniens. Et clairement, je crois que M. Netanyahou, pour des raisons liées à sa carrière personnelle, préfère aujourd'hui sa coalition que la libération des otages. Et on constate ces derniers jours qu'une partie de la société israélienne, eh bien, résiste sur cet aspect-là des choses. Mais il faut aussi comprendre que la politique, la fuite en avant du gouvernement israélien, prépare des générations de jeunes qui aujourd'hui perdent leurs parents, se font amputer, et ces jeunes n'auront plus rien à perdre. Et je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on en connaîtra des effets beaucoup plus importants, sauf, bien sûr, s'il y a une solution politique, car chacun comprend qu'il n'y aura pas de solution militaire. Un mot sur les conséquences régionales, parce qu'évidemment, les tensions sont extrêmement vives, mais pour l'instant, la situation n'a pas dégénéré. Bien sûr, il y a des tirs de roquettes, il y a des tirs de missiles sur Israël qui ripostent, etc. Mais considérons que la volonté de Netanyahou de tenter de régionaliser le conflit pour une raison simple, c'est que, y compris ses propres alliés les plus proches, les États-Unis notamment, de façon rhétorique, parce qu'il continue quotidiennement à livrer des armes, mais critique et demande un cessez-le-feu. Donc il sent bien que ses soutiens sont quand même affaiblis, et donc pour lui, la meilleure façon de ressouder ses soutiens, ce serait de régionaliser le conflit. Mais pour autant, on voit bien qu'y compris dans l'état-major israélien, il y a des réticences, et on a bien vu au cours des séquences du mois d'avril et du mois de septembre, il y a très peu de temps, que les tirs de missiles et de roquettes entre l'Iran en avril ou le Hezbollah en septembre sur Israël et les ripostes israéliennes sont mesurés, sont maîtrisés, et chacun sait jusqu'où ne pas aller et ne dépasse pas la ligne rouge. Les États arabes, eh bien, une fois de plus, confirment leur assourdissant silence, c'est-à-dire qu'on ne les a pas beaucoup entendus depuis le 7 octobre. Une chose est pourtant claire, c'est que les fameux accords d'Abraham, les accords de normalisation entre 4 pays de la région et l'État d'Israël, ont plutôt du plomb dans l'aile, même si aucun des États arabes signataires n'a dénoncé ces accords. Nous savons aussi que l'Arabie saoudite, qui s'apprêtait à signer un accord de normalisation avec Israël, ça a été déclaré par Mohamed Ben Salman dans les tout derniers jours du mois de septembre, 10 jours avant le 7 octobre. Et bien évidemment, à ce jour, en tout cas officiellement, ces accords n'ont pas de possibilité de se concrétiser. Alors pour conclure, je pense qu'au-delà du drame régional et de Gaza, le grand enjeu, qui a déjà été évoqué par Pascal, c'est la question du droit international, car ce droit international est une fois de plus bafoué. Mais il y a un élément fort important, et j'arrête là, c'est qu'un pays dit du Sud, un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud d'ailleurs, a saisi la Cour internationale de justice. Et là, on voit la modification des rapports de force au niveau international et le fait que, décidément, les pays occidentaux ne sont plus désormais en situation d'imposer leur ordre au reste du monde.
Merci Didier. Je passe la parole à Caroline. Les pays africains remettaient en cause les RCP en disant que c'était une cour qui ne jugeait que les pays africains, les dirigeants africains et pas les autres. Donc en Afrique, remise en cause de la présence française au Sahel, des conflits qui continuent à faire un nombre de morts important et quelques facteurs d'espoir. À toi Caroline. Alors, merci Pascal. Alors moi, j'ai intitulé mon chapitre « La guerre, Afrique, la guerre aura-t-elle lieu ?» Alors, bien évidemment, c'est un clin d'œil à Jean Giraudoux. Et je vais structurer mon propos aujourd'hui en 3 points afin que mes collègues aient le temps de pouvoir chacun développer bien leurs différentes idées. Alors, pourquoi ce titre un petit peu provocateur? On observe quand même qu'un certain nombre d'analystes considèrent qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation de guerre froide en Afrique. Alors, peut-être que dans certaines zones, je ne vais pas contester l'analyse de Thierry Vircoulon, qui est spécialiste du Soudan, mais je trouve que, par exemple, au Sahel, eh bien, cela ne me semble pas une grille d'analyse pertinente. On observe au contraire qu'il n'y a pas de front occidental et que les Occidentaux avancent en ordre dispersé. On a bien vu, par exemple, par rapport à la crise au Niger, eh bien, qu'il y a eu une dissociation assez nette de la politique américaine et de la politique allemande, tout en sachant que successivement, eh bien, ils ont été poussés vers la sortie. Donc tout ceci, je le développe un petit peu plus dans l'ouvrage que je vous invite et que nous vous invitons bien évidemment à vous procurer. Dans un deuxième temps, je voudrais vous montrer en fait qu'il y a une géopolitique continentale qui se met en place. Alors effectivement, Didier Billon l'a dit juste précédemment, on observe véritablement qu'il y a un certain nombre de leaders continentaux qui s'affirment, comme l'Afrique du Sud, qui a donc saisi la Cour internationale de justice et qui a déposé donc une requête pour génocide contre Israël. Alors là, c'est un véritable changement paradigmatique, c'est-à-dire que les États africains deviennent des acteurs à part entière des relations internationales. Au-delà de certains champions, on peut parler du Maroc, du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, il est véritablement intéressant dans une dynamique qui est ouverte depuis les années 2000 d'observer que le multipartenariat, le fait que les États africains soient en capacité de choisir leurs alliances, deviennent des acteurs à part entière des relations internationales. Et on voit bien qu'un certain nombre de puissances se positionnent pour pouvoir dégager des majorités à l'ONU. Qu'est-ce qu'on observe aussi dans cette géopolitique continentale qui est véritablement passionnante à analyser? C'est qu'il y a des recompositions sous-régionales. Alors là, bien évidemment, vous avez dû entendre parler ou non des États de l'Alliance du Sahel qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont récemment créé une confédération des États du Sahel et ont fermé la porte à la CEDEAO, à voir si ce processus est irréversible ou non. On a entendu le général Tchani, président de la junte nigérienne, qui a évoqué un processus irrévocable. On connaît les confédérations. Alors moi, pour être historienne, je peux vous affirmer qu'un certain nombre de processus engagés dits irrévocables peuvent toujours être revus. Bien évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui, jusqu'à présent, était considérée comme un modèle d'intégration en Afrique de l'Ouest. Et là, on voit bien qu'il y a un divorce, comme vous le savez également. Ces 3 États ont décidé de s'allier plus précisément avec la Russie. Alors sur le plan micro, ce qu'on va observer, le tableau est assez pessimiste quand même. Dégradation sécuritaire au Sahel, donc les 3 pays dont je vous ai parlé, Mali, Burkina Faso, Niger. Depuis 2021, les décès ont triplé. Cette dégradation sécuritaire intervient dans un contexte où Wagner est sur place et finalement n'apporte pas les résultats escomptés. Alors, on pourra revenir sur Wagner, Africa Corps, si cela vous intéresse. Bien évidemment, je fais la différence entre les différents théâtres d'opération, compte tenu du fait que Wagner intervient sur le théâtre malien, mais est plus souvent dans la garde prétorienne des juntes militaires. Au Soudan,
guerre oubliée, hein, comme Pascal l'a souligné dès son introduction. Alors c'est intéressant aussi le terme de guerre oubliée. Hein. On a reçu avec une de mes collègues une représentante de l'Union africaine qui disait « mais nous, c'est notre préoccupation quotidienne ». Ça, c'est bien une lecture d'occidentaux. Alors malgré ces horizons plutôt sombres et pessimistes, même si c'est vrai qu'avec Francis Laloupeau, qui avait commis un ouvrage qui s'appelait Blues démocratique en 2021, et qu'on continue d'avoir ce blues en regardant ce qui s'est passé, par exemple au Togo, il y a des lueurs d'espoir avec ce qui s'est passé au Sénégal après une suspension du processus électoral de la part du président de l'époque, Macky Sall. Eh bien, il y a eu une alternance démocratique qui s'est passée dans de fort bonnes conditions et a porté au pouvoir le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple sénégalais, et j'en termine pour passer la parole à mon collègue, c'est que vraiment, et c'est ce qu'on a vu parfois dans les médias, c'est la tendance à considérer que l'Afrique, c'est un pays et que toutes les dynamiques se ressemblent d'un pays à l'autre et que nécessairement le Sénégal allait sombrer dans une dictature militaire. Et justement, nous, notre travail au quotidien, c'est de montrer que ces dynamiques économiques, sociales, politiques diffèrent et de montrer toute cette diversité et leur profondeur historique. Merci Caroline. Barthélémy, tu parles d'une troisième voie dans ton chapitre sur l'Asie. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Merci Pascal, bonsoir à tous. Alors effectivement, le titre de ce chapitre sur l'Asie-Pacifique s'intitule « Une troisième voie en Asie » avec un point d'interrogation. Ce n'est pas uniquement parce que nous allons commémorer en 2025 le 70e anniversaire de la conférence de Bandung, dont on attend bien évidemment un certain nombre de festivités en Indonésie, mais c'est aussi à la lumière à la fois des derniers développements politiques, et je vais revenir notamment sur quelques échéances électorales, mais aussi sur, je dirais, les stratégies de mise en place des différents États de la région face à ce qui a déjà été dit par plusieurs de mes collègues ce soir, à savoir cette nouvelle guerre froide proclamée ou en tout cas annoncée à corps et à cri comme étant peut-être le nouveau paradigme des relations internationales et contre lequel les uns et les autres nous dressons pour indiquer que les choses ne sont pas aussi simples et surtout manichéennes que cela. Alors, pour résumer très rapidement mon chapitre, je dirais qu'on pourrait s'appuyer sur deux adages en fait, pour comprendre un petit peu quelle est l'attitude des sociétés asiatiques aujourd'hui. Le premier, c'est que la sagesse n'est pas l'apanage des puissants, et encore moins des superpuissants ou des superpuissances. Et donc arrêtons de croire que les seuls susceptibles d'apporter, je dirais, une stabilisation ou en tout cas une cohérence dans la région seraient les plus puissants, pour ne pas les citer, la Chine ou les États-Unis. Les États de la région sont capables aussi de faire preuve d'une très grande sagesse dans leur capacité à se positionner face à ce nouvel ordre mondial, encore une fois tout à fait contestable. Et puis le deuxième adage qui me semble peut-être plus important encore, eh bien, c'est que les faibles, et donc tous les autres, si on fait exclusion des deux grands acteurs que j'ai mentionnés précédemment, les faibles ne sont pas nécessairement des naïfs. Là encore, arrêtons de donner des leçons, arrêtons de croire que des petits États d'Asie du Sud-Est, par exemple, des États d'Asie centrale, certains États d'Asie du Sud, on peut faire mention, par exemple, du Sri Lanka, dont on connaît les problèmes liés au piège de la dette avec la Chine. Cessons de croire que ces pays sont des naïfs et que, ils découvrent souvent trop tard une situation, un engrenage dans lequel ils auraient été pris malgré eux. Ce que l'on constate quand on étudie un petit peu l'Asie, alors on le fait au travers évidemment d'entretiens, on le fait au travers de missions sur place, on le fait aussi au travers d'une multitude de rapports. On oublie souvent de mentionner tous ces rapports sur l'image de la Chine dans les pays asiatiques, l'image des États-Unis également en Asie. Et qu'est-ce qu'on en retient de tous ces rapports ? Et il s'agit là, je tiens à le signaler, de rapports qui sont assez peu contestables, notamment issus de l'Université nationale de Singapour, l'université la plus prestigieuse de toute l'Asie aujourd'hui, à l'exception peut-être notable de certaines universités japonaises. Qu'est-ce qu'on retient de ces différents rapports, de ces différentes études ? Eh bien, d'une part, qu'on ne veut pas
entrer dans cette logique de guerre froide. Ça n'intéresse pas les sociétés asiatiques. On réfute l'idée selon laquelle l'alignement serait d'une certaine manière quelque chose de naturel et quelque chose vers lequel le continent tendrait. La deuxième chose que l'on retient, et je cite dans mon article plusieurs de ces rapports études avec des sondages notamment qui sont menés dans différents pays, eh bien, si jamais on devait choisir, parce qu'on serait pris de fait dans une situation de confrontation bilatérale, eh bien, ce choix ne se ferait pas nécessairement dans la direction que nous, occidentaux, souhaitons. En d'autres termes, les Asiatiques tendraient plutôt vers la Chine que les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est les conclusions d'un rapport qui a été conduit par l'Université nationale de Singapour, qui pour la première fois, c'est un rapport annuel, pour la première fois fait état de ce basculement. En majorité, les pays asiatiques, par pragmatisme plus que par adhésion, vous l'aurez compris, se rapprocheraient davantage de la Chine plutôt que des États-Unis. Alors pourquoi tant de défiance, pourquoi tant de méfiance aussi vis-à-vis de ces deux grands pays? Eh bien d'abord parce qu'on ne fait pas confiance ni à l'un ni à l'autre. On ne fait plus confiance aux États-Unis en Asie. On a parlé tout à l'heure des Européens, on a parlé des Sud-Américains, on a parlé des Africains et de leur regard sur l'Occident. On retrouve bien évidemment les mêmes considérations dans ces sociétés asiatiques. On n'a pas oublié, par exemple, la débâcle afghane. On n'a pas oublié que cette guerre, qui fut la plus longue dans l'histoire des États-Unis, s'est soldée par un retour au pouvoir des talibans. Et on se dit, à Taipei, à Séoul et même à Tokyo, qu'est-ce qui se passerait si nous sommes demain dans une situation d'escalade militaire, voire de conflit? Est-ce que nous pourrons compter sur un soutien américain? Et je peux vous garantir que la réponse, le plus souvent, c'est eh bien, il vaut mieux pas compter dessus. On va espérer qu'il soit potentiellement là, mais on ne va pas s'appuyer là-dessus parce qu'il ne restera que nos yeux pour pleurer si jamais ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, on va essayer de trouver d'autres solutions. À Taïwan, vous avez eu une élection cette année qui a porté au pouvoir M. William Lai, qui était vice-président et qui s'inscrit dans la continuité de Mme Tsai Ing-wen qui l'a remplacé. Mais dans le même temps, on a le Kuomintang qui marque son grand retour au Parlement et qui, lui, plaide en faveur d'un dialogue renforcé avec la Chine. En Corée du Sud, et je vais aller plus vite, vous avez eu également une élection législative qui a marqué une débâcle du président actuel qui était, on le sait depuis 2 ans, engagé dans un discours très pro-américain. On voit que les Sud-Coréens n'en veulent pas. Et puis on pourrait, je le fais dans l'article, faire mention de l'Indonésie, de l'Inde, et puis de toutes ces autres sociétés qui se manifestent pour marquer leur refus de cet alignement. Nous sommes donc dans l'affirmation d'une troisième voie en Asie, et je termine là-dessus en vous remerciant. Merci Barthélemy. Julia, dans ton article sur les défis du changement climatique, tu parles du retour de la puissance. On a plutôt parfois l'impression que la communauté internationale est impuissante par rapport à la réglementation et par rapport à la lutte, mais tu vas nous en dire un peu plus. Bonjour à tous, bonsoir à tous. La thèse que ma co-autrice et moi, donc Marine de Guglielmo-Weber, et moi défendons dans cet article, c'est la théorie de la sécurisation du changement climatique. Et face à ce mot très compliqué, je vais vous accompagner pour mieux comprendre comment on considère que le changement climatique est devenu un enjeu de sécurité et de puissance. Notre hypothèse, c'est qu'il y a eu une modification de la perception du dérèglement climatique. En fait, si vous prenez un peu de recul historique, dans les années 80-90, on considérait que le changement climatique était quelque chose qui était donc dû aux activités humaines et qu'il fallait stopper le plus rapidement possible. Donc il y a eu toute une période où la priorité restait celle de l'atténuation, c'est-à-dire de la baisse de nos émissions, pour vraiment essayer de freiner le plus possible le changement climatique. Et puis peu à peu, à mesure que les effets du changement climatique se sont faits perceptibles, on est passé d'une priorité pour l'atténuation à l'intégration de la thématique de l'adaptation, c'est-à-dire comment on fait face, en tant que société, aux effets du changement climatique, puisqu'on pouvait en mesurer les impacts. Et depuis 2015, on considère que au-delà de l'adaptation, il y a aussi l'intégration de l'idée de perte, de l'idée de dommage irréversible que l'on va pouvoir ou non régler. Et avec cette idée de pertes et dommages qui a donc été intégrée aux discussions lors des COP climat, est arrivée l'idée de finalement un risque existentiel pour l'humanité. Ça a évidemment rendu le changement climatique
d'autant plus important dans les négociations internationales et dans les discours internationaux autour de la paix et de la stabilité internationale. Finalement, ce qu'on développe dans cet article, c'est l'idée qu'au-delà de la sécurité humaine, c'est-à-dire du fait que les populations vont devoir faire face aux effets du changement climatique, on assiste à une intégration du changement climatique au sein des discussions de sécurité nationale et de défense. Et en fait, cette dérive de la perception du changement climatique, elle est due donc à 3 éléments. Le constat des impacts du changement climatique, le manque d'action également. On le voit, chaque année, on a des questions autour de l'utilité des COP. Est-ce que c'est vraiment utile de négocier si on n'agit pas ? C'est très utile de négocier parce que s'il n'y avait pas de négociation, on agirait encore moins. Mais le constat est le suivant, on arrive assez peu à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, au-delà des effets du changement climatique que l'on peut percevoir, il y a toute une perception aussi, une prise de conscience de ce vers quoi on se dirige. Et ça s'est notamment révélé très vrai dans le discours d'Antonio Guterres en début d'année 2024, où il a qualifié le changement climatique de menace existentielle pour la survie de l'humanité et de chaos climatique. Et quand le secrétaire général des Nations Unies qualifie le changement climatique de menace existentielle, vous vous doutez bien que ça reflète une perception que de nombreux gouvernements autour du monde peuvent avoir. Et finalement, face à cette perception, que penser pour 2025 ? D'une part, que cette intégration de la facette sécurité au sein du changement climatique, et c'est pour ça qu'on utilise le mot de sécurisation, que cette facette de sécurité, elle va être amenée à grandir. L'OTAN s'est emparée de la thématique du changement climatique et a ouvert un centre d'excellence à Montréal pour étudier les conséquences du changement climatique sur la sécurité internationale. L'Union européenne s'en est emparée également. Les armées de différents pays, et en particulier les États-Unis, s'en sont emparées depuis les années 90 graduellement. La France s'en occupe. L'Union européenne, plusieurs États membres de l'Union européenne s'emparent de cette question. Et donc, par exemple, en 2025, l'effet de l'élection de Kamala Harris ou de Trump va être intéressant à observer sur cette thématique du changement climatique. Beaucoup ont l'impression qu'avec l'élection de Donald Trump, les États-Unis ont arrêté de travailler sur le changement climatique. C'est faux. Il y a beaucoup de programmes qui ont continué au Pentagone. Ils ont simplement changé l'intitulé du programme pour que ça passe entre les mailles du filet. Mais les programmes qui travaillaient sur le climat ont continué au sein de la défense américaine. Donc, finalement, cette élection américaine va avoir un impact sur la manière dont on abordera la question. Un deuxième point qui est très lié à l'année 2025, c'est la montée du prisme nationaliste autour du monde. Et avec la montée du nationalisme, on va assister aussi à une interprétation, finalement, des enjeux du changement climatique. C'est-à-dire que les partis nationalistes mettent en lumière certaines conséquences du changement climatique plus que d'autres, par exemple les migrations climatiques. Et avec cette mise en lumière de certains effets, mais pas forcément des causes, on va vers une direction plutôt qu'une autre au niveau international. Parce que en niant les causes du changement climatique, mais en ne s'intéressant qu'aux effets, on va flécher des politiques publiques vers l'adaptation, vers la défense, vers la sécurisation de certains de nos atouts, et non pas vers le développement et la mise en place de capacités d'aide, d'adaptation et d'atténuation. Donc c'est pour ça que on considère avec Marine de Guglielmo-Weber que les 3-4 années à venir vont avoir une influence sur notre capacité à traiter ou non l'ensemble des facteurs qu'il faut prendre en considération quand on s'attaque au défi du changement climatique. Un dernier point qui me paraît important de mentionner, et on l'étudie assez largement à l'IRIS, c'est le point de la géo-ingénierie, donc la modification du climat. L'idée de la géo-ingénierie, c'est de modifier les équilibres du système climatique. Finalement, la première grande géo-ingénierie qu'on a faite, c'est le fait d'émettre très massivement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de déséquilibrer les rapports entre ce qui était émis et ce qui était absorbé. Et là, en fait, on a l'émergence d'un courant de pensée avec la géo-ingénierie qui, comme dirait Einstein, aborde le problème avec les mêmes solutions
que ce qui a provoqué le problème. Et en fait, cette géo-ingénierie, elle va devenir un enjeu de sécurité aussi, puisqu'elle consiste techniquement, par exemple, à aller distribuer des particules dans certaines parties de l'atmosphère. Or, on a du droit international qui peut être remis en cause avec l'utilisation de certaines de ces techniques. On peut avoir aussi des tensions qui émergent à des niveaux régionaux, puisque si un pays fait usage de cette technique, est-ce qu'il a besoin de l'accord de ses voisins ? Est-ce qu'il a besoin de l'accord de la communauté internationale ? Et puis on va avoir là, pour ces techniques-là aussi, un grand classique de la défense et de la sécurité, l'attribution. Si on observe un phénomène, à qui on doit l'attribuer si nous n'avons pas de traces. Et ça, c'est un très grand classique des relations internationales, la question de la capacité à attribuer une perturbation internationale à un pays, à un acteur plutôt qu'un autre. Voilà, je vous laisserai découvrir le reste de notre article dans l'ouvrage L'année stratégique. Merci Julien. Last but not least, je vais passer la parole à Emmanuel sur les marchés énergétiques entre la guerre en Ukraine qui a stoppé le flux de gaz et de pétrole russe vers l'Europe, l'embrasement possible du Proche-Orient qui fait peser des tensions sur les marchés, la mer Rouge aussi, les événements qui fait cela, puis maintenant le Venezuela qui remet aussi en cause, qui a été vu comme une sorte d'arrangement possible. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année a été riche en rebondissements. Effectivement, merci Pascal. Donc moi j'ai la dernière demi-heure pour moi. Alors, les marchés énergétiques, ils sont absolument fascinants. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, il y a des problématiques géopolitiques, mais surtout c'est que entre le premier et le deuxième jet de cet article, l'Angola est sorti de l'OPEP. Entre le deuxième et le troisième jet, le Brésil a affirmé sa volonté de rejoindre l'OPEP+. Et donc, quelque part, écrire sur l'énergie, c'est ne surtout pas suivre l'actualité et c'est essayer justement de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à tous les événements. Pourquoi ? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on est en train de vivre des années records d'un point de vue énergétique. Si vous prenez notamment le marché pétrolier, on a dépassé les 100 millions de barils jour. Alors, 100 millions de barils jour, c'est intéressant parce que si vous vous projetez 4 ans en arrière, en 2020, les plus grands analystes pétroliers vous disaient après la pandémie, on ne retrouvera jamais les niveaux de demande de l'avant-pandémie. Pas de bol, on est au-dessus de 5 millions de barils jour environ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on continue dans notre boulimie énergétique. Et quelque part, cette boulimie énergétique, bien évidemment, ça rejoint le sujet climatique. Pourquoi ? Parce que les émissions de CO2, notamment du secteur énergétique, c'est 75% des émissions globales. À côté du pétrole, on a aussi une problématique, c'est qu'on a ce charbon qui connaît aussi un niveau de consommation record, c'est-à-dire le charbon qu'on veut bannir de toutes les économies, qu'on a réussi à bannir dans la majeure partie des économies développées, mais qu'on souhaiterait bannir des économies notamment émergentes et notamment d'Asie. On en est très loin, c'est-à-dire que d'année en année, on continue aussi à produire et à consommer du charbon. Alors pourquoi on ne voit pas forcément, j'allais dire en termes de prix, les évolutions, j'allais dire plutôt catastrophiques que je vous donne en matière de consommation ? C'est que tout simplement, on a des forces qui s'annulent sur les marchés énergétiques à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le moins bien économique va compenser les tensions géopolitiques. Donc on a des forces très très négatives d'un point de vue macroéconomique qui nous disent il faudrait consommer moins de pétrole et il y aura moins de croissance. Et d'un autre côté, la géopolitique, c'est une force de rappel pour maintenir des prix du pétrole autour de $80 alors qu'ils devraient être beaucoup, beaucoup plus bas. Alors, à côté de ça, année record également pour les énergies renouvelables. Alors, quand je dis énergie renouvelable, je devrais dire technologie bas carbone. Et derrière les technologies bas carbone, il n'y a pas que des technologies, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, derrière, il y a une bataille très, très féroce sur ce qu'on appelle des chaînes de valeur industrielles. Et quand vous décomposez une chaîne de valeur industrielle, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous allez regarder un panneau solaire, c'est quoi ? C'est du silicium, c'est de l'argent. Lorsque vous regardez une éolienne, c'est quoi ? C'est du nickel, c'est de l'aluminium, c'est du cuivre, c'est potentiellement des aimants permanents avec des terres rares. Si vous prenez un véhicule électrique, je ne fais pas la liste, mais il y a une batterie à l'intérieur, vous avez des métaux. Et c'est-à-dire qu'à chaque niveau de la chaîne de valeur, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire des rivalités systémiques et notamment deux grands acteurs, j'ai envie de dire 3, mais il y en a surtout 2, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, qui ont développé soit une industrie absolument
performante qui vous permet notamment d'exporter des véhicules électriques à très très bas coût en Europe, soit un programme économique absolument extraordinaire d'un point de vue, j'allais dire, de la masse des financements qui sont développés, c'est l'IRA, c'est-à-dire l'Inflation Reduction Act, qui permet en gros d'attirer sur le sol américain toutes les entreprises industrielles qui souhaiteraient s'y installer. Et pourquoi ils peuvent le faire? Tout simplement parce que, et c'est là que c'est intéressant, c'est que la boucle se reboucle avec les marchés fossiles. Ils ont du fossile à des prix qui sont extrêmement bas. Et donc, quelque part au milieu, moi, c'est ce que j'appelle l'Europe sandwich, c'est-à-dire que pris dans l'étau américain et chinois. Et cette Europe sandwich, elle essaye d'exister d'un point de vue, j'allais dire, industriel, en essayant de rouvrir des mines, en essayant de développer notamment le raffinage sur le sol européen des métaux. Et bien évidemment, l'enjeu, j'ai envie de vous dire, pas 2025, mais là, c'est 2025-2040. C'est est-ce que l'Europe va pouvoir exister d'un point de vue industriel sur cette question-là? Parce que, quelque part, la seule voie qui lui reste, c'est d'aller vers de la sobriété qu'on appelle. Mais comme vous avez bien pu le remarquer, on a beaucoup appelé les Français à la sobriété autour de 2022-2023. Depuis, ça a fait pchit. C'est-à-dire que la sobriété, soi-disant structurelle, n'existe quasiment pas. Et il n'y a pas de politique de sobriété. Or, bien évidemment, l'Europe, potentiellement, le levier de puissance, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette sobriété. À côté de ça, et je vais en finir, vous avez aussi des transformations d'acteurs. Alors, j'insiste sur une transformation qui me paraît véritablement fondamentale à regarder, c'est notamment la transformation des acteurs pétroliers et notamment des producteurs d'hydrocarbures au Moyen-Orient. Et vous avez un exemple qui est absolument fascinant, qui devrait fasciner Didier Billon, c'est celui de l'Arabie saoudite. La Chine a développé un narratif extraordinaire autour de ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. L'Arabie saoudite, depuis 3 ans, développe un narratif autour de ce qu'elle appelle la super-région. La super-région, pourquoi vous regardez une carte, l'Arabie saoudite, ou en tout cas le Moyen-Orient, est entre l'Afrique et l'Asie. Et l'Arabie saoudite a tout simplement décidé de se dire « mais j'ai un sous-sol riche en hydrocarbures, pourquoi n'y aurait-il pas des métaux ?» Et elle s'est lancée dans un programme de développement assez massif en fait, de son industrie métallifère. Et elle joue un jeu absolument magnifique que certains appellent l'union libre diplomatique, expression que j'adore. L'union libre diplomatique, c'est quoi? C'est à la fois faire venir des entreprises américaines sur le territoire saoudien pour produire des véhicules électriques qui seraient sourcés avec des métaux saoudiens et faire venir des entreprises chinoises pour faire exactement la même chose. Et en même temps développer une industrie du véhicule électrique au Moyen-Orient. Pourquoi? Pour être le lien entre l'Afrique et notamment l'Asie. Et c'est extraordinaire parce qu'il développe un narratif, il développe des entreprises. Vous avez une entreprise nationale qui s'appelle Madden, qui est dans les 10 plus grandes capitalisations boursières internationales sur les marchés de métaux. Et donc l'Arabie saoudite, bien évidemment, est regardée notamment par ses amis régionaux, ses voisins, notamment des Émirats arabes unis qui font la même chose, notamment en essayant de développer des liens avec l'Australie, et avec le Qatar qui essaie de racheter aussi des mines en Afrique. Donc ça veut dire que le Moyen-Orient et notamment l'Arabie saoudite vont jouer un rôle absolument extraordinaire dans la nouvelle géopolitique des métaux qui s'annonce. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci à tous les intervenants pour la brièveté de leurs propos, mais tout le sens qui a été donné. On a eu vraiment 9 exposés extrêmement denses. On va ouvrir les débats. Donc merci aux étudiantes du BDE de nous aider à tenir ce colloque. Et donc vous levez la main et on vous passe le micro. Vous pouvez poser une question ou faire une courte remarque. Oui. Merci pour toutes ces présentations, c'était passionnant. Pour répondre sur les derniers points, l'acte aux États-Unis et le fait de faire venir tous les fabricants de semi-conducteurs aux États-Unis change complètement la donne au niveau sécuritaire pour des pays comme le Taïwan et la Corée du Sud, pour qui les semi-conducteurs étaient une donnée essentielle pour leur propre sécurité. Et il y a une grosse trouille concrètement que les États-Unis ne soient plus du tout motivés, n'aient plus de raison en fait d'intervenir en cas d'intervention d'un certain autre puissance. Qui d'autre veut prendre la
parole. Oui, monsieur, derrière. Merci tout d'abord pour les présentations. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, je crois, c'est démographie. Et il me semble avoir relevé que, notamment en Asie, la Chine avait amorcé sa décrue et que ça allait s'accélérer. La Corée du Sud est dans une situation tragique, le Japon à peu près la même chose. Et j'essaye de mettre ça en rapport avec les ambitions de la Chine, bien évidemment, et le poids des voisins. Alors, tous ne sont pas logés à la même enseigne, notamment en Indonésie, mais est-ce qu'il n'y a pas une tentative de la Chine d'accélérer une forme d'achievement, comme diraient les anglo-saxons, pour être reconnu comme premier avant de glisser vers quelque chose de moins significatif, parce que démographie sans immigration, puisque l'immigration ne fait pas partie du chapitre. Alors, le problème démographique de la Chine se pose par rapport à l'Inde. Effectivement, l'Inde l'a doublé, mais il n'est pas certain que la très forte démographie indienne soit autant un atout que cela, notamment sur le plan économique. C'est un peu à double tranchant. Est-ce que le déclin démographique de la Chine va entraîner un déclin économique de la Chine? Ça posera des problèmes. En même temps, il y a des moyens de contourner par l'intelligence artificielle en termes de production. Et en tous les cas, on a un phénomène global de baisse démographique. La population mondiale va bientôt baisser. Après avoir montré un pic, on connaît aussi bien ce problème en Europe, finalement. Bon. Et pour l'instant, on a quand même des pays qui ont une faible démographie qui s'en inquiètent et des pays qui ont une forte démographie qui en souffrent. Puisque, notamment en Afrique sahélienne, c'est ça qui peut contribuer à un facteur supplémentaire de non-développement. Mais effectivement, la question démographique est posée du fait de cet écart entre les uns et les autres. Merci beaucoup. Je me permets de prendre ma parole rapidement pour poser deux petites questions. Madame Diallo, quelle est l'utilité des COP? Je parle à Madame Tass pour la question des changements climatiques. Quelle est l'utilité des COP, des conférences des parties, si on agit peu? Et ensuite, la question de la perte de vitesse de l'Europe face à l'AES. Merci. L'Alliance des États du Sahel. Oui. Alors, pour répondre sur l'utilité des COP, donc il faut savoir que le changement climatique, c'est un problème commun à tous. Donc, ne pas passer, si on n'avait pas de négociation au niveau onusien, il y aurait une impossibilité de gérer ce problème commun à tous. Donc déjà, sans COP, en fait, on n'a pas de lieu de dialogue, on n'a pas d'arène de dialogue. Ça va être des dialogues qui vont être bilatéraux, régionaux, parfois multilatéraux. Mais étant donné l'ampleur du problème, c'est un enjeu à traiter dans une arène multilatérale, intergouvernementale, comme celui des COP. Et ensuite, et c'est là où c'est assez particulier, c'est en fait... alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un bien commun, et donc le concept des communs. Mais en fait, si vous prenez le changement climatique, vous pouvez considérer que c'est un mal commun, un commun négatif. Et là aussi, si vous regardez toutes les études autour de la gouvernance, si vous ne mettez pas en place des arènes de dialogue pour gérer ensemble un commun négatif, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Donc je ne vous dis pas que ça va tout résoudre, mais ce qui est certain, c'est que s'il n'y en a pas, on serait dans une trajectoire bien pire que celle que l'on a actuellement. Et plus on va maintenir ce dialogue, plus on a de chances d'arriver à lutter contre le changement climatique et à s'accorder sur des baisses d'émissions. Federico, sur l'Europe par rapport au Sahel. La question, c'était l'Europe par rapport au Sahel, c'est bien cela? Vas-y, Caroline, je t'en prie. Je peux apporter quelques éléments éventuellement après. Alors, peut-être pour commencer, c'est vrai qu'il y a quand même une perte de vitesse de l'Europe tout court en Afrique. C'est un petit peu ce que j'ai essayé d'aborder assez brièvement. Le fait qu'il y ait différents partenaires qui soient présents dorénavant sur le continent fait qu'effectivement, il y a une véritable banalisation souhaitée de la part des Africains vis-à-vis des Européens.
Il y a même un certain nombre d'incompréhensions, qui semblent parfois irréductibles entre Européens et Africains. Ça, je crois que c'est véritablement important. Ce que me disait un expert africain, c'était de me dire faudrait qu'on définisse quels sont les défis que nous avons en commun et quels sont les défis qui sont bien différenciés à l'Europe et à l'Afrique. Alors, pour ce qui concerne les États de l'AES, c'est vrai que déjà, il y a eu, depuis les années 2019-2020, un sentiment anti-français qui s'est développé dans les 3 pays. Alors, le sentiment anti-français, c'est une expression que je conteste et qu'on a essayé de nuancer dans le cadre d'une revue internationale stratégique avec d'autres collègues. Donc, j'en fais ici la promotion, qui s'appelle France Dégage. Et justement, pour essayer de montrer en fait comment aussi, on voit bien que là, on est rentré dans une séquence assez particulière dans ces 3 États qui sont dans une forme de fuite en avant et dans un anti-occidentalisme. Par exemple, Diomaye Faye, président du Sénégal, qui lui aussi est plutôt néo-souverainiste, est critiqué pour avoir fait sa première visite d'État en France. Et le fait de quitter la CEDEAO, c'est aussi marquer sa différence d'avec les autres pays qui gardent des liens trop rapprochés avec l'Occident. Donc, on est dans une séquence où, effectivement, les liens sont en train de se renégocier avec l'Europe. Est-ce que l'Afrique a encore envie d'Europe? Ça, c'est peut-être aussi la question qui doit être posée. Merci. Une autre question? Merci beaucoup. Ma question, ça sera sur la Turquie et sur les Kurdes au Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez que 2025, ça sera une année décisive pour la Turquie, pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi par rapport à sa relation avec la Grèce et l'Occident? Et puis, pensez-vous que la question kurde, ça sera une question centrale aussi au Moyen-Orient? Ça va continuer ou pas? Merci beaucoup. Je pense que la question m'est adressée. Non, 2025 ne sera pas en tant que telle une année décisive, mais je pense qu'elle marquera l'affirmation, la poursuite de l'affirmation de la Turquie sur le champ international. Vous avez peut-être vu que tout dernièrement, il y a eu plusieurs papiers, articles et déclarations d'officiels turcs sur leur désir, leur projet d'adhérer aux BRICS. Donc c'est quand même un indicateur du fait que désormais la Turquie joue multidimensionnelle, qu'elle n'abandonne pas officiellement en tout cas ses relations et ses négociations compliquées, mais en réalité gelées avec l'Union européenne, qu'elle est toujours membre de l'OTAN et qu'il ne s'agit pas pour elle d'en partir, mais qu'elle imagine d'autres modes de relations avec d'autres parties du monde. Vous avez vu aujourd'hui, hier, la visite du président maréchal Sissi, qui indique aussi la réorientation moyen-orientale de la politique extérieure de la Turquie. Et deuxième aspect, sur la question kurde, je parlerai d'ailleurs des questions kurdes au pluriel, car cette question ne se pose pas de la même façon en Iran, en Syrie, en Irak ou en Turquie, mais je crains là que malheureusement, pour des raisons de blocage politique, alors qui se déclinent différemment selon les 4 pays que je viens de nommer, nous trouvions, ou ils trouvent des solutions politiques, et je crains fort que ce soit encore de la part des États de la région l'option militaire qui prime, mais nous savons qu'il n'y aura pas de solution militaire à la question kurde, que c'est une question fondamentalement politique, mais je ne crois pas que ce soit pour demain que nous puissions le résoudre de ce point de vue. Merci, bonsoir. J'avais une question à poser dans le prolongement de celle qui concernait la COP29. Je crois qu'on fait tous le constat des résultats insuffisants des politiques qui sont menées en matière de lutte contre le réchauffement climatique. On fait tous aussi le constat de l'insuffisance ou du caractère trop modeste de ces COP. Quelles seraient, selon vous, les pistes à étudier en matière de réforme de la gouvernance internationale pour avoir une politique qui soit réellement efficace
et intelligente et équitable pour maîtriser autant que faire se peut la crise climatique actuelle. La question est vaste, je le sais, je m'en excuse. J'ai combien de temps? Alors, je vais pas répondre à cette question sur l'ensemble de la gouvernance internationale. Pour ce qui est de la gouvernance climatique, en fait, on retrouve au sein des enceintes de discussion climatique les mêmes pays, les mêmes groupes de pays que dans beaucoup d'autres négociations. Donc vous avez des groupes de pays qui déjà se mettent souvent d'accord entre eux avant de tenir des positions au sein des négociations climatiques. Je pense que une des premières choses, et en fait un des verrous en ce moment des négociations climatiques, c'est la question des financements, qui est assez peu surprenante. Et d'essayer de surpasser cette question du verrou financier, des marchés liés au carbone, ça pourrait réellement donner un boost à l'action, à la lutte contre le changement climatique. Et en fait, au niveau international, vous avez des marchés carbone dans plusieurs zones. Vous avez des marchés carbone en Europe, vous en avez également sur le continent asiatique. Et la question, c'est l'harmonisation de ces marchés carbone. Puisque finalement, aujourd'hui, le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que les entreprises qui émettent payent les émissions, il est appliqué de manière très inégalée autour du monde. Et ça va devenir un point de cristallisation, parce que l'Union européenne, et en tout cas la précédente commission, a fait passer énormément de choses avec le Green Deal sur la mise en place d'outils pour que le marché carbone soit de plus en plus contraignant. Et ça met des entreprises issues de pays partenaires dans des situations compliquées. Donc finalement, cette question des finances, des fonds et puis des marchés, elle va devenir vraiment clé au sein des négociations. Et je pense que s'il y a des efforts qui sont faits dans les discussions multilatérales et bilatérales sur ces questions-là, on risque de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Ça reste un verrou. Sur le reste de la... Oui, bonjour. Florian Saint-Vincent, je suis expert agricole aux Nations Unies pour la FAO et j'interviens très régulièrement sur l'Afrique de l'Ouest et sur la zone sahélienne pour financer des projets de structuration de filières. Et depuis une dizaine d'années, c'est une question qui est valable pour l'ensemble des intervenants, on voit beaucoup se positionner des opérateurs russes et iraniens. Donc ma question était la suivante. Est-ce que vous pensez que la Russie et l'Iran travaillent ensemble ou ont intérêt à travailler ensemble pour des politiques énergétiques, notamment de sourcing? Et j'aurais aimé avoir vos réponses et regards d'experts sur vos différents continents. Merci beaucoup, en tout cas pour le concentré d'analyse. Alors, si vous me permettez, je vais juste faire un petit complément pour ouvrir le débat. Il n'y a pas que la taxe carbone, il y a aussi la norme qu'on peut faire avancer en fait d'un point de vue climatique, parce que la taxe carbone, à un moment, il y a une retombée sociale. Donc, si vous avez une retombée sociale, en fait, il y a un problème d'acceptation, que ça soit au niveau local, national ou international. Donc, il n'y a pas forcément que cette question économique pour régler les problématiques de gouvernance climatique. Alors, par rapport à votre question, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que la Russie et l'Iran travaillent ensemble? C'est ça? Ils travaillent déjà ensemble. Ils travaillent déjà ensemble au sein de l'OPEP+. Donc, il y a déjà des accords, j'allais dire, qui ne sont pas forcément ceux de l'OPEP, parce que la Russie n'a pas des quotas au sens de l'OPEP. Mais bien évidemment qu'il y a un accord. Il y a un accord tacite sur notamment un maintien des prix du pétrole et du gaz élevés, parce que l'Iran est plutôt un gros producteur de gaz et la Russie est un producteur de pétrole et de gaz. Et ce qu'il faut voir aussi, et là, ce qui est intéressant, c'est de le ramener justement sur la question agricole via notamment tout ce qui est la question des intrants. Et c'est quelque part, l'énergie, là, c'est un moyen de fabriquer de l'intrant. Et quelque part, la géopolitique, c'est plus une géopolitique des intrants, qui est un moyen de pression, notamment sur les futures productions agricoles au niveau international. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc c'est un élément très clé du futur et déjà du présent. Peut-être une dernière question. Bonsoir, merci beaucoup.
pour ce débat, ce micro ouvert. Ma question s'adresse à vous, Barthélemy Grosmont. À la lumière du génocide qui a lieu en Chine, à l'extrême ouest de la Chine, dans cette province qu'ils ont appelée le Xinjiang depuis 2014, disons-le, et à la lumière de cette pandémie. Question géopolitique majeure, quelles sont les origines ? Je me permets juste, petite recommandation, un livre de Roger Faligot qui s'intitule « Les services secrets chinois de Mao au Covid-19 », dernier chapitre, chapitre 15, s'intitule « La guerre secrète des Chinois autour du Covid-19 ». Aussi, je vous recommande de chercher les interviews sur YouTube du docteur Li Mengyan, virologue chinoise, et de consulter cette interview exclusive de cette journaliste indépendante Jennifer Zheng, qui a interviewé ce scientifique chinois de l'Institut de Wuhan, qui s'appelle Shao Shao, C-H-A-O-S-H-A-O. Ma question s'adresse à vous sur une possible crise intérieure chinoise. Si on se place, comme moi, petit-fils de résistant qui suis assez engagé pour la cause ouïghour, si on se place à la place d'une femme ouïghour stérilisée de force ou d'un homme ouïghour condamné parce qu'il est prof, et je rappelle, selon plusieurs ONG, entre 2 et 3 millions de personnes sont enfermées dans des camps. Peut-on espérer, la CIA parle de 2027 comme étant l'année de tous les dangers entre la Chine et les États-Unis. On a compris. Je termine ma question, monsieur. Vous n'êtes pas intervenant, vous avez une question, on l'a compris. Barthélemy. Merci. Peut-on espérer une crise intérieure en Chine? Merci. Alors, merci pour ces commentaires et cette question. Sur la question des Ouïghours, je renvoie aux travaux de notre le chercheur associé à l'IRIS, Emmanuel Linco, qui a abondamment publié sur cette question, et notamment sur la question de l'islam en Chine, en incluant bien évidemment toutes les réflexions sur les Ouïghours. Donc c'est bien sûr un sujet que, ici à l'IRIS, nous traitons avec tout le soin qui est nécessaire. Sur la question d'une crise en Chine, alors pareil, je vous renvoie peut-être vers nos publications qui sont accessibles en ligne, qui reviennent sur ces questions, crise sociale, crise politique, crise environnementale, crise qui est liée tout simplement à la légitimité de l'État parti. Et bien sûr, ça fait partie des grandes interrogations. Alors ce n'est pas le fait, je dirais, majeur de cette année. Je rappelle que nous sommes là pour présenter l'année stratégique, et sur la région qui est la mienne, l'Asie-Pacifique, cette question d'une crise potentielle en Chine, qui est un serpent de mer, qui est quelque chose qui ressurgit comme ça par moment, n'est pas le fait majeur qui va, je dirais, s'inscrire au cœur de l'actualité cette année. Cependant, je vous donne peut-être rendez-vous l'an prochain ou dans les années futures, et on va sans doute y revenir à un moment ou à un autre, parce que bien sûr la question se pose, et vous avez raison de pointer du doigt, alors à la fois les problèmes de Covid, de gestion du Covid, d'absence de transparence aussi, dans le cas chinois, la légitimité aujourd'hui très bousculée de Xi Jinping sur un certain nombre de dossiers, et donc une difficulté peut-être pour lui à aller au-delà de ce fameux deuxième mandat qu'il s'était autorisé de manière unilatérale à dépasser. Donc voilà, il y a des questions sur lesquelles nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir, et je vous invite donc à suivre nos travaux futurs. Merci. Merci, nous arrivons à l'issue de cette réunion. Je vous invite à participer à nos prochains débats. Tout est sur le site de l'IRIS, vous pouvez vous inscrire. Nos spécialistes essayent toujours de travailler en toute indépendance pour essayer un peu d'expliquer un monde compliqué, de le rendre plus accessible. Et donc vous êtes toujours les bienvenus dans cet amphithéâtre ou sur le site que vous pouvez consulter à tout moment. Merci à vous.